Bienvenue à l'école des élus. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Livre audio, le système clef universel du succès de Charles Haanel. À la lecture, coach Salim Amoussa. Préface. Certaines personnes attirent le succès, le pouvoir, la fortune, l'accomplissement presque sans effort. D'autres y parviennent avec grande difficulté et d'autres encore échouent complètement à réaliser leurs ambitions, désirs et idéaux. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi certains réussissent facilement, d'autres difficilement et d'autres encore pas du tout? La cause ne peut être physique, car sinon les hommes les mieux constitués physiquement auraient le plus de succès. La différence ne peut être que mentale, dans l'esprit. L'esprit est la force créative qui seule différencie les individus. C'est l'esprit qui surmonte l'environnement et tout autre obstacle sur le chemin des hommes. Lorsque le pouvoir de la pensée sera entièrement compris, ses effets nous paraîtront merveilleux. Mais ces résultats ne peuvent être obtenus sans application, diligence et concentration. Le lecteur ici découvrira que les lois qui gouvernent le monde mental et spirituel sont aussi constantes et infaillibles que celles qui régissent le monde matériel. Si l'on veut atteindre les résultats désirés, il est donc nécessaire de connaître ces lois et de les observer. Appliquer correctement ces lois en question produit les résultats désirés avec une exactitude invariable. L'étudiant qui découvre qu'il possède ce pouvoir en lui, qu'il n'est faible que parce qu'il dépendait de l'aide extérieure, qui s'en remet sans hésiter à sa propre pensée, corrige immédiatement sa position, se redresse, prend une attitude dominante et accomplit des miracles. Aussi, il est évident que celui qui n'entreprend pas d'explorer et d'exploiter les prodigieux progrès réalisés dans cette science, la plus récente et la plus importante de toutes, restera bientôt aussi loin derrière les autres que celui qui refusait de reconnaître et d'accepter les bienfaits que la connaissance des lois de l'électricité a apporté à l'humanité. Bien sûr, l'esprit crée les conditions négatives aussi sûrement que les conditions favorables lorsque nous visualisons, consciemment ou inconsciemment, le manque, la limitation et la discorde. Nous créons ces conditions. C'est ce que maintes personnes font inconsciemment tout le temps. À l'instar de toutes les autres lois, celle-ci non plus ne fait exception pour personne, mais elle opère avec régularité et exactitude et apporte à chacun implacablement ce qu'il a créé lui-même. En d'autres mots, chacun récolte ce qu'il a semé. Il s'ensuit que l'abondance dépend de la reconnaissance des lois de l'abondance et du fait que l'esprit est non seulement créateur, mais qu'il est l'unique créateur de tout ce qui existe. Rien ne peut être créé sans que nous l'ayons conçu par avance et sans que l'on fournisse l'effort approprié. Il n'y a plus d'électricité aujourd'hui qu'il y en a il y a 50 ans. Mais avant la découverte de la loi qui nous permet d'utiliser l'électricité, nous n'en retirions aucun bénéfice. Maintenant que nous connaissons cette loi, le monde entier est éclairé. C'est pareil avec la loi de l'abondance. Seuls ceux qui la reconnaissent et qui se conduisent en conformité avec elle en recevront tous les bienfaits. L'esprit scientifique domine notre époque et nul n'ignore plus les relations de cause à effet. La découverte des lois naturelles a marqué un tournant dans l'évolution de l'humanité. Elle a éliminé les facteurs d'incertitude et d'arbitraire dans la vie des hommes
et leur a substitué la loi, la raison et la certitude. Les hommes savent maintenant que derrière chaque effet, il y a une cause nécessaire et adéquate, de sorte que lorsqu'ils désirent un résultat, ils cherchent la condition qui seule leur permet de l'atteindre. Les lois ont été découvertes grâce au raisonnement inductif qui consiste à comparer un certain nombre de cas distincts jusqu'à ce que l'on dégage le facteur commun qui les définit. C'est à cette méthode d'observation et de recherche que les nations civilisées doivent la plus grande partie de leur propriété et leur meilleure connaissance. C'est elle qui a prolongé la durée de vie, soulagé la douleur, enjambé les rivières, illuminé les nuits, élargi le champ de vision, accéléré le mouvement, réduit les distances, facilité les échanges et permis aux hommes de descendre dans les profondeurs de la mer et de monter dans les airs. Il n'est pas étonnant alors que les hommes aient cherché à étendre les avantages de cette méthode de recherche à la pensée elle-même. Et lorsqu'il est apparu évident que certains résultats suivaient une méthode de pensée particulière, il ne restait plus qu'à classifier ces résultats. Cette méthode est scientifique et c'est la seule qui nous permet de préserver le degré de liberté auquel nous nous sommes habitués et que nous considérons comme notre droit inaliénable. Parce qu'un peuple se sent en sécurité chez soi et dans le monde entier uniquement si la politique nationale est axée sur plus de santé, plus d'efficacité dans les affaires privées et publiques, le progrès continuel dans les sciences et dans l'action commune, et si l'orientation dominante du développement national est croissante. L'amélioration de la vie individuelle comme collective, pour lesquelles la science, l'art et l'éthique fournissent les directions et les motifs déterminants. Le système clé est basé sur une vérité scientifique absolue et il favorise le développement des potentiels qui sommeillent dans chaque individu et montre comment ils peuvent être pleinement actualisés afin d'augmenter ses capacités productives, son énergie, améliorer son jugement, accroître sa force et sa flexibilité mentale. L'étudiant qui approfondira la connaissance des lois mentales sera capable de produire des effets qu'il n'aurait jamais pu imaginer auparavant et dont les bienfaits à peine être exprimés par les mots. Ce système explique comment utiliser correctement les éléments actifs et passifs de la nature mentale, comment reconnaître une opportunité. Il renforce la volonté et les facultés de raisonnement, apprend comment cultiver et utiliser au mieux l'imagination, le désir, les émotions et l'intuition. Il favorise l'esprit d'initiative, la ténacité dans la poursuite d'un objectif, la sagesse dans les choix, la comparaison intelligente et l'épanouissement de la vie à ses niveaux supérieurs. Le système clé universel nous enseigne comment le pouvoir de l'esprit, le vrai pouvoir de l'esprit, et pas ses simulacres et contrefaçons qui n'a rien à voir avec l'hypnotisme, la magie ou tout autre plus ou moins fascinante supercherie qui fait croire que l'on peut obtenir quelque chose pour rien. Le système clé nourrit et développe la connaissance qui vous permettra de contrôler votre corps et par là même votre santé. Il améliore et fortifie la mémoire. Il développe la perspicacité, en particulier le type de perspicacité très rare qui caractérise tout homme ou femme qui a réussi. Celui-là même qui permet aux hommes de déceler les possibilités ainsi que les difficultés de chaque situation, de percevoir et de saisir l'opportunité, car des milliers d'individus passent à côté d'opportunités quasiment sous la main
tout en travaillant assidûment dans des situations qui n'offrent aucune possibilité de retour substantiel. Le système clé développe le pouvoir mental qui fait que les autres reconnaissent instinctivement en vous une forte personnalité et un caractère affirmé. Ils désirent réellement faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Cela veut dire que vous attirez à vous les hommes et les choses que vous avez, ce qu'on appelle de la chance. Que tout se déroule comme vous le voulez, que vous avez compris les lois fondamentales de la nature et que vous les suivez, que vous êtes en harmonie avec l'infini, que vous connaissez la loi de l'attraction, les lois naturelles et la croissance et les lois psychologiques sur lesquelles repose tout succès social et professionnel. Le pouvoir mental est un pouvoir créatif qui vous permet de créer votre vie personnelle, mais sans que vous ayez à retirer quoi que ce soit des autres. La nature ne fonctionne jamais comme cela. Elle fait pousser 2 brins d'herbe là où auparavant il n'y avait qu'un seul, et le pouvoir mental permet aux hommes de faire la même chose. Le système clé augmente la perspicacité et la sagacité, l'indépendance, l'aptitude et la disposition à se rendre utile et à aider les autres. Il détruit la méfiance, la dépression, la peur, la mélancolie et toute autre forme de limitation et de faiblesse, y compris la douleur et la maladie. Il révèle au grand jour les talents ensevelis. Il procure l'initiative, la force, l'énergie, la vitalité. Il éveille le sens de la beauté, de l'art, de la littérature et la science. Il a déjà changé la vie de milliers d'hommes et de femmes en remplaçant les méthodes incertaines et floues par des principes exacts et des fondations solides sur lesquelles repose tout système. Elbert Gary, le président de la compagnie d'acier des États-Unis, a dit: les services des conseillers, instructeurs, experts en management efficace sont indispensables à la plupart des grandes entreprises, mais je considère que la connaissance et l'adoption de bons principes est nettement plus importante. Le système clé enseigne les bons principes et suggère les méthodes de leur application pratique, et c'est en cela qu'il se distingue de tous les autres cours d'études. Il enseigne que le principe ne vaut que par l'application. De nombreuses personnes lisent, prennent des cours par correspondance, assistent à des conférences toute leur vie sans progresser d'un seul pas dans la démonstration de la valeur des principes appris. Le système clé suggère les méthodes qui permettent de démontrer et de mettre en pratique dans la vie quotidienne les principes enseignés. Nous assistons à un changement de pensée dans le monde. Ce changement qui se produit silencieusement tout autour de nous est plus important que tout autre changement survenu dans le monde depuis la chute du paganisme. La révolution actuelle des idées qui touche toutes les classes et catégories sociales, des hommes les plus haut placés et cultivés jusqu'aux ouvriers les plus simples, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La science a récemment fait de grandes découvertes. Elle a révélé une infinité de ressources et dévoilé des possibilités énormes et des forces insoupçonnées, si bien que les scientifiques hésitent de plus en plus à affirmer catégoriquement le caractère indubitable de certaines théories ou d'en dénigrer d'autres comme absurdes ou impossibles. Et c'est ainsi qu'une nouvelle civilisation est en train de naître. Les anciennes coutumes, croyances, inhumanité sont en voie de disparition. La vision, la foi et le service aux autres prennent leur place. Les chaînes des traditions fondent, et tandis que les dernières scories du matérialisme sont en train de se consommer, la pensée se libère
et la vérité surgit dans sa plénitude, devant une multitude étonnée. Le monde entier est au seuil d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle compréhension de ses ressources intérieures. Le siècle précédent a vu le progrès matériel le plus prodigieux de l'histoire. Le siècle présent connaîtra le plus grand progrès mental et spirituel. La science physique a décomposé la matière en molécules, les molécules en atomes, les atomes en énergie, et comme Sir Ambrose Fleming l'a dit dans son discours à l'institution royale, il ne reste plus qu'à résoudre l'énergie en esprit. L'ultime essence de l'énergie nous reste entièrement incompréhensible, sauf en tant que démonstration de l'opération directe de ce que nous appelons l'esprit ou la volonté. Voyons maintenant quelles sont les forces les plus puissantes de la nature. Dans le monde minéral, tout est fixe et immobile. Dans le royaume animal et végétal, tout est en mouvement. Tout change constamment, tout est continuellement créé et recréé. Dans l'atmosphère, nous trouvons la chaleur, la lumière et l'énergie. Chaque domaine est de plus en plus subtil et spirituel au fur et à mesure que nous passons du visible à l'invisible, de l'épais au fin, des potentialités inférieures aux potentialités supérieures. Lorsque nous atteignons l'invisible, nous trouvons l'énergie à son état le plus pur, le plus fluctuant. Et de même que les forces naturelles les plus puissantes sont invisibles, de même, les forces les plus puissantes en l'homme sont ces forces invisibles, ces forces spirituelles. Et le seul mode sous lequel la force spirituelle se manifeste est la pensée. La réflexion est la seule activité que l'esprit possède et la pensée est le seul produit de cette activité. L'addition et la soustraction sont donc elles aussi des opérations spirituelles. Le raisonnement est un processus spirituel. Les idées sont des conceptions spirituelles. Les questions sont des projecteurs spirituels et la logique, le raisonnement, la philosophie sont des mécanismes spirituels. Chaque pensée suscite l'activité de quelque organe physique, zone du cerveau, nerf ou muscle. Un changement physique réel se produit dans l'organisme. Il est donc nécessaire d'avoir un certain nombre de pensées sur un sujet donné pour provoquer un changement complet dans l'organisme d'un individu. C'est le processus même par lequel un échec se transforme en réussite. Les pensées de courage, de pouvoir, d'inspiration, d'harmonie se substituent aux pensées d'échec, de désespoir, de manque, de limitation et de discorde, et à mesure que ces pensées s'installent, l'organisme se modifie et la personne voit la vie sous un nouveau jour. L'ancien disparaît, tout devient nouveau. L'individu naît de nouveau, mais de l'esprit cette fois-ci. La vie prend un nouveau sens pour lui. Il est reconstitué et rempli de joie, de confiance, d'espoir et d'énergie. Il voit les opportunités de succès qui échappaient auparavant à son regard. Il discerne les possibilités qui par le passé n'avaient aucun sens pour lui. Les pensées de réussite qui l'imprègnent rayonnent sur tous ceux qui l'entourent et l'aident en retour à avancer et à s'élever. Il attire à lui de nouveaux alliés et facteurs de réussite qui à leur tour modifient son environnement de sorte que par ce simple exercice mental, l'homme non seulement transforme son être, mais il transforme également son environnement, les circonstances et les conditions de sa vie. Vous verrez, vous ne pouvez pas ne pas voir que nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère, que les possibilités sont si merveilleuses,
si fascinante, si illimitée, et c'est déroutant ce fait. Il y a un siècle, tout homme muni d'un fusil Gatling aurait pu détruire toute une armée munie de l'équipement de guerre de l'époque. C'est pareil aujourd'hui. Tout individu ayant connaissance des possibilités que contient le système clé possède un avantage inimaginable sur le commun des mortels. Partie 1. J'ai l'honneur de vous présenter la première partie du cours sur le système clé universel. Aimeriez-vous avoir plus de pouvoir dans votre vie? Développer la conscience du pouvoir. Plus de santé? Développer la conscience de la santé. Plus de bonheur? Développer la conscience du bonheur. Vivez l'esprit des choses jusqu'à ce qu'elles vous appartiennent de droit. Il ne sera plus possible alors de les éloigner de vous. Les objets du monde se soumettent au pouvoir intérieur de l'homme qui les domine. Vous n'avez pas besoin d'acquérir ce pouvoir. Vous le possédez déjà. Mais vous devez le comprendre. Vous devez l'utiliser. Vous devez le diriger. Vous devez vous imprégner afin de progresser et de vaincre le monde. Jour après jour, à mesure que vous avancez, que vous gagnez de la vitesse, que votre inspiration s'approfondit, que vos projets se cristallisent, que votre compréhension se perfectionne, vous réaliserez que ce monde n'est pas un tas de cailloux et de bois, mais un organisme vivant. Il est constitué des cœurs palpitants de l'humanité. C'est un être plein de vie et de beauté. Il est évident qu'opérer avec le matériau évoqué exige une bonne compréhension. Mais ceux qui parviennent à cette connaissance sont inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils acquièrent chaque jour de plus en plus de confiance et de puissance. Leur espoir et leurs rêves deviennent réalité. La vie revêt un sens plus profond, entier et clair qu'auparavant. Et maintenant, passons à la première partie. Dans tous les domaines de l'existence, la vérité est que posséder attire plus de possession et que perdre entraîne encore une perte encore plus grande. L'esprit est créatif et nos conditions de vie, notre environnement et toutes nos expériences sont le résultat de notre attitude mentale habituelle et prédominante. L'attitude de notre esprit est la résultante de ce que nous pensons. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de tout accomplissement et de tout ce que nous possédons dépend de notre manière de penser. Il en est ainsi parce que nous devons être pour pouvoir faire et nous ne pouvons faire que dans la mesure où nous sommes. Et ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Nous ne pouvons exprimer des pouvoirs que nous ne possédons pas. La seule manière de les exprimer est de prendre conscience de ces pouvoirs et nous ne pouvons absolument pas en avoir conscience si nous ne comprenons pas que tout le pouvoir est à l'intérieur de nous. Il y a en nous tout un univers de pensée, de sentiments et de pouvoir, de lumière, de vie et de beauté. Et bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Le monde intérieur est gouverné par l'esprit. Quand nous aurons découvert cela, nous trouverons aussi la solution à chaque problème et la cause de chaque effet. Et comme le monde intérieur est soumis à notre contrôle, toutes les lois du pouvoir et de la possession sont également sous notre contrôle. Le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Ce qui se manifeste à l'extérieur est ce qui se trouve à l'intérieur. Le monde intérieur contient la sagesse infinie, le pouvoir infini, les ressources infinies qui cherchent à se déployer, à croître et à s'exprimer.
Si nous reconnaissons l'existence de ces potentiels à l'intérieur de nous, ils prendront forme et se manifesteront dans le monde extérieur. L'harmonie dans le monde intérieur se reflète dans le monde extérieur, dans des conditions de vie harmonieuses, un environnement agréable, dans tout ce qu'il y a de meilleur en tout. C'est le fondement de la santé et de toute grandeur, pouvoir, accomplissement et succès. L'harmonie intérieure signifie la capacité de contrôler les pensées et de décider de nos expériences et de la manière dont elles nous affectent. L'harmonie intérieure débouche sur l'optimisme et l'abondance. L'abondance intérieure aboutit inévitablement à l'abondance extérieure. Le monde extérieur reflète les états et les conditions du monde intérieur. Si nous trouvons la sagesse dans notre monde intérieur, nous serons capables de déceler les merveilleuses possibilités qui sommeillent en nous et nous acquérons le pouvoir d'actualiser ces possibilités dans le monde extérieur. À mesure que nous prenons conscience de notre sagesse intérieure, nous nous approprions mentalement cette sagesse et par là, nous nous approprions aussi le pouvoir nécessaire pour attirer les éléments essentiels à notre développement le plus harmonieux et complet. Le monde intérieur est le monde pratique dans lequel les individus puissants puisent le courage, l'espoir, l'enthousiasme, la confiance, la force et la foi, où ils obtiennent une intelligence subtile et visionnaire et les compétences pratiques pour réaliser leur vision. La vie est un déploiement et non une accumulation. Ce que nous recevons du monde extérieur est ce que nous possédons déjà dans notre monde intérieur. Toute possession matérielle a son fondement dans la conscience. Tout gain est le résultat d'une conscience unifiée. Toute perte est le résultat d'une conscience dispersée. L'efficacité mentale découle de l'harmonie. La discorde signifie la confusion. Par conséquent, si l'on veut acquérir le pouvoir, on doit être en harmonie avec la loi de la nature. Nous sommes en relation avec le monde extérieur par l'esprit objectif. Le cerveau est l'organe de cet esprit et nous communiquons consciemment avec chaque partie de notre corps par le biais du système nerveux cérébro-spinal. Ce système nerveux réagit aux sensations de lumière, de chaleur, d'odeur, de son et de goût. Quand cet esprit pense correctement, il comprend la vérité. Quand les pensées transmises au corps par le système nerveux cérébro-spinal sont constructives, les sensations éprouvées sont agréables et harmonieuses. Il en résulte que notre corps absorbe la force, la vitalité et toutes les énergies constructives. Mais c'est aussi par ce même esprit objectif que toute détresse, maladie, manque, limitation, conflit et disharmonie pénètrent dans nos vies. Par conséquent, c'est par l'esprit objectif, par des pensées erronées, que nous nous connectons aux forces destructrices. Nous sommes en relation avec le monde intérieur par l'esprit subconscient. Le plexus solaire est l'organe de cet esprit. Le système nerveux sympathique est le siège de toutes les sensations subjectives comme la joie, la peur, l'harmonie, l'amour, la respiration, l'imagination et tous les autres phénomènes inconscients. C'est le subconscient qui nous relie à l'esprit universel et aux forces constructives infinies de l'univers. La coordination de ces deux centres de notre être et la connaissance de leurs fonctions respectives est le secret fondamental de la vie. Par cette connaissance, nous pouvons amener l'esprit objectif
et l'esprit subjectif à coopérer consciemment et à coordonner ainsi le fini et l'infini. Notre avenir est entièrement sous notre contrôle. Il n'est pas à la merci de quelque pouvoir extérieur, capricieux ou incertain. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a un seul principe ou conscience qui imprègne tout l'univers, qui occupe tout l'espace, qui est égal à lui-même à chaque point de sa présence. Il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Toutes les pensées et tous les objets sont à l'intérieur de lui. Il est tout en tout. Il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers, une seule intelligence capable de penser, et ces pensées deviennent des choses objectives pour elle. Comme cette conscience est omniprésente, elle est nécessairement présente dans chaque individu. Tout individu est donc nécessairement une manifestation de cette conscience toute puissante, omnisciente et omniprésente. Comme il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers capable de penser, il s'ensuit que la conscience de chaque individu est identique à la conscience universelle. Ou, en d'autres mots, que tout esprit est l'esprit unique. Cette conclusion est inévitable. La conscience qui se focalise dans vos cellules cérébrales est la même que celle qui se focalise dans les cellules cérébrales de tout autre individu. Tout individu n'est qu'une forme particulière de l'esprit universel cosmique. L'esprit universel est l'énergie statique ou potentielle. Il est simplement. Il ne peut se manifester qu'à travers l'individu. Et l'individu ne se manifeste que par le biais de l'universel. Les deux ne font qu'un. La faculté de penser de l'individu est sa capacité même d'agir en accord avec l'universel et de lui permettre de se manifester. La conscience humaine est sa capacité de penser. On suppose que l'esprit est une forme subtile d'énergie statique qui donne lieu à l'activité appelée la pensée, qui constitue la phase dynamique de l'esprit. L'esprit est l'énergie statique. La pensée est l'énergie dynamique. Ce sont les deux phases d'une même réalité. La pensée est donc l'énergie vibratoire générée par la conversion de l'énergie statique en énergie dynamique. Comme la somme de tous les attributs est contenue dans l'esprit universel qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, ces attributs sont nécessairement toujours présents sous leur forme potentielle dans chaque individu. Par conséquent, quand un individu réfléchit, sa pensée tend irrésistiblement par sa nature même à s'incarner sous forme objective conforme à son origine. Par conséquent, chaque pensée est une cause et chaque forme ou condition concrète est un effet. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel de contrôler ses pensées si l'on ne veut obtenir que des conditions désirables. Tout pouvoir vient de l'intérieur et est entièrement sous votre contrôle. Il provient de la connaissance exacte accompagnée de l'application volontaire des principes connus. Il s'ensuit clairement que lorsque vous comprendrez pleinement cette loi et que vous serez capable de contrôler vos processus de pensée, vous pourrez les appliquer à n'importe quelle situation et circonstance. En d'autres mots, vous coopérez consciemment avec la loi toute puissante qui est le fondement de tout ce qui existe. L'esprit universel est le principe vital de chaque atome existant. Tout atome aspire sans cesse à manifester plus de vie. Ils sont tous intelligents et tous cherchent à accomplir le but pour lequel ils sont créés,
La majeure partie de l'humanité ne vit que dans le monde extérieur. Rares sont ceux qui ont découvert leur monde intérieur. Et pourtant, c'est ce dernier qui crée le monde extérieur. Il est la source de la créativité et nous trouvons dans notre monde extérieur tout ce que nous avons créé dans notre monde intérieur. Ce système vous mènera à la compréhension du pouvoir qui sera le vôtre quand vous réaliserez la nature de la relation qui unit l'extérieur et l'intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur est l'effet. Pour changer l'effet, vous devez forcément changer la cause. Vous vous apercevez tout de suite que ceci est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essaient de changer les effets en agissant à leur niveau. Ils ne voient pas qu'ils ne font qu'échanger une forme de malheur par une autre. Pour éliminer la discorde, nous devons en éliminer la cause. Et cette cause ne peut être trouvée que dans le monde intérieur. Toute croissance vient de l'intérieur. Ceci est manifeste partout dans la nature. Chaque plante, chaque animal, chaque être humain est un témoignage vivant de cette grande loi. Et la grande erreur de toutes les époques a été de chercher la force ou la puissance à l'extérieur de soi. Le monde intérieur est la source universelle du fleuve d'approvisionnement et le monde extérieur en est l'embouchure. La capacité que nous avons à recevoir dépend de notre reconnaissance de la source universelle, de l'énergie infinie dont chaque individu est une manifestation, chacun étant uni à tous. La reconnaissance est le processus mental par lequel l'individu agit sur l'esprit universel. Et comme l'esprit universel est l'intelligence qui imprègne tout l'espace et anime tout être, cette interaction mentale est la loi de la causalité. Mais le principe de causalité n'opère pas par l'esprit individuel, mais par l'esprit universel. Ce n'est pas une faculté objective, mais un processus subjectif dont les résultats sont visibles dans l'infinie diversité des circonstances et expériences. Pour que la vie se manifeste, il faut qu'il y ait de l'esprit. Rien ne peut exister sans l'esprit. Tout ce qui existe est une forme de cette unique substance fondamentale par laquelle et de laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Nous vivons dans un océan insondable de substances spirituelles modelables. Cette substance est éternellement vivante et active. Elle est impressionnable au plus haut degré. Elle prend forme selon la demande mentale. Les pensées forment le moule ou la matrice à travers laquelle la substance s'exprime et prend forme. Rappelez-vous que la valeur d'un principe est dans son application et que la connaissance pratique de cette loi substituera l'abondance à la pauvreté, la sagesse à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la servitude. Et il est certain que ce sont les plus grands bienfaits d'un point de vue matériel et social. Commencez votre application dès maintenant. Vous pouvez mettre une pause à l'audio après avoir écouté pour mettre en application cet exercice. Retirez-vous dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé. Asseyez-vous confortablement mais sans vous affaler. Restez droit. Laissez vos pensées errer librement, mais restez parfaitement immobile pendant 15 à 30 minutes. Continuez cet exercice pendant 3 ou 4 jours, voire une semaine, jusqu'à ce que
vous parveniez à maîtriser complètement votre corps. Nombreux sont ceux qui trouveront cet exercice extrêmement difficile. D'autres l'effectueront avec aisance. Mais dans tous les cas, il est essentiel d'assurer le contrôle parfait sur le corps pour être prêt à progresser. Au fur et à mesure de la suite de ces audios, vous aurez les instructions pour continuer le travail. Partie 2. Nos difficultés proviennent en majeure partie des idées confuses et de l'ignorance de nos intérêts véritables. Notre devoir le plus important est de découvrir les lois de la nature auxquelles nous devons nous conformer. Une réflexion claire et le discernement moral sont par conséquent d'une importance inestimable. Tous les processus, même celui de la pensée, reposent sur des fondations solides. Plus la sensibilité est vive, plus le jugement est pénétrant, plus le goût est délicat, plus le sentiment moral est raffiné, plus l'intelligence est subtile, plus l'aspiration est noble, plus pure et intense sont les gratifications que nous apporte la vie. Il s'ensuit que l'étude des meilleures pensées du monde procure la satisfaction suprême. Le pouvoir, l'usage et les possibilités de l'esprit dans la nouvelle interprétation sont incomparablement plus merveilleux que les accomplissements ou même les rêves de progrès matériel les plus extravagants. La pensée est l'énergie. La pensée active est de l'énergie active. La pensée concentrée est de l'énergie concentrée. La pensée concentrée sur un but déterminé devient un pouvoir. C'est le pouvoir utilisé par ceux qui ne croient pas en la vertu de la pauvreté, en la beauté de l'abnégation. Ils voient en cela le discours des faibles. La capacité à recevoir et à manifester le pouvoir dépend de la capacité à reconnaître l'énergie infinie qui réside en tout homme, qui crée et recrée constamment son corps et son esprit et qui est toujours prête à se manifester à travers lui pour répondre à ses besoins. Sa manifestation dans la vie extérieure d'un individu est toujours exactement proportionnelle au degré de sa reconnaissance de la vérité. La deuxième partie explique la méthode par laquelle ceci est effectué. L'esprit opère selon deux modes d'activité parallèles, l'un conscient et l'autre subconscient. Le professeur Davidson dit: celui qui prétend éclairer toute l'étendue de l'activité mentale par une lumière de sa conscience est comme celui qui envisagerait d'éclairer tout l'univers avec une lampe torche. Les opérations logiques subconscientes se déroulent avec une certitude et une régularité qui serait impossible s'il existait une seule possibilité d'erreur. Notre esprit est ainsi fait qu'il pose les fondations les plus importantes de la cognition sans que nous ayons la moindre idée de son mode opératoire. Tel un étranger bienveillant, l'âme subconsciente agit, travaille et pourvoit à nos besoins, ne nous livrant que les fruits parvenus à maturité. Ainsi, l'ultime analyse des processus de pensée révèle que le subconscient est le théâtre des phénomènes mentaux les plus importants. C'est grâce à son subconscient que Shakespeare a perçu sans effort les grandes vérités cachées à l'esprit conscient de l'étudiant, que Phidias a sculpté le marbre et le bronze, que Raphaël a peint ses madones et que Beethoven a composé ses symphonies. L'aisance et la perfection de nos actions dépendent entièrement du degré auquel nous avons cessé de dépendre du conscient. Jouer du piano, patiner, taper à la machine et les autres aptitudes
et compétences dépendent pour leur exécution parfaite de l'esprit subconscient. L'extraordinaire capacité de jouer un morceau difficile au piano tout en menant une conversation animée révèle l'ampleur de nos pouvoirs subconscients. Nous sommes tous conscients à quel point nous dépendons de l'inconscient. Et plus nos pensées sont grandes, nobles et brillantes, plus nous sommes certains que leur origine se trouve au-delà de nos compétences. Nous découvrons que nous sommes dotés de tact, d'instinct, de sens de la beauté artistique, musicale, etc., dont l'origine ou la demeure reste entièrement inconnue à notre conscient. Le rôle du subconscient est énorme. Il nous inspire, il nous avertit, il nous fournit des noms, des faits et des scènes, des réserves de la mémoire. Il dirige nos pensées, nos choix et accomplit des tâches si compliquées que l'esprit conscient, même s'il en avait le pouvoir, ne saurait faire. Nous pouvons marcher quand nous voulons. Nous pouvons lever le bras quand nous choisissons de le faire. Nous pouvons diriger notre attention par le regard ou l'ouïe sur n'importe quel objet de notre choix. En revanche, nous ne pouvons pas arrêter les battements de notre cœur, ni la circulation de notre sang, ni notre croissance, ni la construction de nos organes, nerfs, muscles, os, si mais autres processus vitaux essentiels. Si nous comparons ces deux séries d'actions, celle qui est décrétée par notre volonté du moment et celle qui suit un cours régulier, tranquille, constant, sans hésitation, nous ne pouvons qu'admirer cette dernière et chercher à percer et expliquer son mystère. Nous constatons immédiatement qu'il s'agit d'un processus essentiel de notre vie corporelle et nous ne pouvons échapper à la conclusion que ces fonctions vitales indispensables ont été délibérément retirées à notre volonté, variable et changeante, et placées sous la direction du pouvoir intérieur permanent et fiable. Le pouvoir extérieur et changeant est appelé l'esprit conscient ou l'esprit objectif parce qu'il opère avec les objets du monde extérieur. Le pouvoir intérieur est appelé l'esprit subconscient ou l'esprit subjectif et à côté de l'aspect mental de son activité, il contrôle les fonctions régulières qui rendent possible la vie corporelle. Il est nécessaire d'avoir une compréhension claire de leurs fonctions mentales respectives et de quelques autres principes élémentaires. En percevant et en opérant à travers les 5 sens physiques, l'esprit conscient traite les impressions et les objets de la vie extérieure. Il a la faculté de discrimination, car il porte la responsabilité du choix. Il a le pouvoir du raisonnement, qu'il s'agisse du raisonnement inductif ou déductif, analytique ou syllogistique. Et ce pouvoir peut être fortement développé. Il est le siège de la volonté et de toutes les énergies qui en découlent. Non seulement il peut agir sur l'esprit des autres, mais il peut aussi diriger l'esprit subconscient. C'est ainsi que l'esprit conscient devient le directeur et le gardien en charge de l'esprit subconscient. Conformément à cette haute fonction, il peut complètement inverser les conditions de votre vie. Il est vrai que nous sommes souvent dominés par les états mentaux d'inquiétude, de pauvreté, de maladie, de disharmonie et par toute autre affliction à cause des fausses suggestions acceptées par l'esprit subconscient resté sans surveillance. L'esprit conscient, bien entraîné, peut prévenir ces maux par une protection vigilante. Il est correct de qualifier cette fonction de gardien qui se tient à l'entrée de ce vaste domaine qu'est le subconscient.
un auteur a formulé la distinction principale entre ces deux aspects de l'esprit en ces termes. L'esprit conscient est la volonté réfléchie. L'esprit subconscient est le désir instinctif, le résultat de la volonté réfléchie du passé. L'esprit subconscient tire des conclusions correctes et exactes des implications fournies par des sources extérieures. Quand la prémisse est juste, l'esprit subconscient parvient à une juste conclusion. Mais quand la prémisse ou la suggestion initiale est erronée, toute la structure s'effondre. L'esprit subconscient ne s'engage pas dans le processus de démonstration et de recherche de preuves. Il compte sur l'esprit conscient, qui est le gardien posté à son entrée pour le protéger des fausses impressions. Acceptant toute suggestion comme vraie, l'esprit subconscient agit immédiatement en fonction de celle-ci et propage son activité sur toute l'étendue de son champ opératoire. L'esprit conscient suggère la vérité ou l'erreur. Dans le dernier cas, c'est au prix du péril qui menace l'être entier. L'esprit conscient devait être de service pendant tous les instants de veille, quand le gardien est de repos ou que son jugement calme est suspendu sous l'impact de diverses circonstances. L'esprit subconscient n'est plus surveillé et il est ouvert aux suggestions de toute provenance. Les crises de panique, les éruptions de colère ou les pulsions des foules irresponsables ou tout autre débordement de passion constituent des situations les plus dangereuses. Dans ces moments-là, l'esprit subconscient est ouvert aux suggestions de peur, de haine, d'égoïsme, de cupidité, de dévalorisation de soi et d'autres énergies négatives émanant des personnes et des circonstances environnantes. Le résultat est en général extrêmement nocif, entraînant des effets qui peuvent être graves et persistants. Il s'ensuit qu'il est de la plus grande importance de protéger l'esprit subconscient des fausses impressions. L'esprit subconscient perçoit par l'intuition. C'est pour cette raison que ces processus sont rapides. Ils ne passent pas par les procédés longs et lents du raisonnement conscient. En réalité, il ne sait pas le faire. L'esprit subconscient ne dort jamais. Il ne se repose jamais, pas plus que votre cœur ou votre sang. On a découvert qu'en spécifiant simplement à l'esprit subconscient ce qu'il doit accomplir, il active les forces qui conduisent au résultat désiré. Là est donc la source du pouvoir qui nous connecte au pouvoir tout-puissant. Là réside le principe profond qui mérite que nous les amenions avec le plus grand soin. Le fonctionnement de cette loi est fort intéressant. Ceux qui l'appliquent découvrent par exemple, lors d'un entretien qu'ils redoutaient, que quelque chose s'est passé qui a dissous les obstacles anticipés. Tout est différent. Tout est harmonieux. Ils découvrent que lorsqu'un problème d'affaires difficile surgit, ils peuvent s'accorder un délai et que quelle que soit leur suggestion, la bonne solution leur sera suggérée par le subconscient. Tout s'arrange au mieux. En fait, ceux qui ont appris à faire confiance à leur subconscient découvrent qu'ils ont des ressources infinies à leur disposition. L'esprit subconscient est le centre de nos principes et aspirations. Il est la source de nos idéaux artistiques et altruistes. Ces instincts, ces principes innés ne peuvent être vaincus que s'ils subissent des travaux de sape répétitifs et habiles. L'esprit subconscient ne peut pas débattre et polémiquer. Par conséquent, s'il a accepté de fausses suggestions, la seule méthode de les vaincre est d'utiliser et de répéter fréquemment de fortes suggestions contraires afin que l'esprit les accepte et qu'il forme ainsi des habitudes de pensée et de vie nouvelles et saines, car l'esprit subconscient est le siège de l'habitude. Ce que nous répétons encore et encore devient mécanique.
Ce n'est plus un acte de jugement, mais une suggestion qui a creusé un sillon profond dans notre subconscient. C'est tout à notre bénéfice si l'habitude en question est bonne et salutaire. Si au contraire, elle est mauvaise et nocive, notre seul remède est de reconnaître la toute-puissance de l'esprit subjectif et de lui suggérer notre liberté réelle et actuelle. Pour résumer, les fonctions naturelles du subconscient du côté physique concernent tous nos processus vitaux, le maintien continuel de notre vie et santé, les soins prodigués à notre progéniture, basés sur le désir instinctif de préserver la vie et d'améliorer les conditions et l'existence en général. Du côté mental, le subconscient est le dépôt de la mémoire. Il arbitre les merveilleux messagers de la pensée libre, des contraintes du temps ou de l'espace. Il est la source des initiatives pratiques et des forces constructives de la vie. Il est le siège de l'habitude. Du côté spirituel, il est la source des idéaux, des aspirations, de l'imagination et le canal par lequel nous reconnaissons notre source divine. Et c'est proportionnellement à la reconnaissance de cette divinité que nous comprenons la source de tout pouvoir. On peut s'interroger, comment le subconscient peut-il changer les conditions de vie? La réponse est que le subconscient est une partie intégrante de l'esprit universel. Et la partie est nécessairement de même nature et qualité que le tout. La seule différence étant celle du degré. Le tout, comme nous le savons déjà, est créatif. En fait, c'est l'unique créateur, ce qui signifie que l'esprit créatif crée par la pensée qui est une activité inhérente à l'esprit. La pensée est nécessairement créative aussi. Mais nous verrons qu'il y a une grande différence entre simplement penser et diriger consciemment le processus de pensée. Dans ce dernier cas, nous plaçons notre esprit en harmonie avec l'esprit universel. Nous nous ajustons à l'infini. Nous activons la force la plus puissante qui soit, le pouvoir créatif de l'univers. Celui-ci, ainsi que tout le reste, est régi par une loi naturelle et cette loi est appelée la loi de l'attraction, qui signifie que l'esprit est créatif. Il se met automatiquement en corrélation avec son objet pour le manifester dans la réalité visible. Dans la partie précédente, je vous ai indiqué un exercice dont l'objectif est d'assurer le contrôle de votre corps physique. Si vous l'avez réussi, vous êtes alors prêt à aller plus loin. Cette fois-ci, vous commencerez à contrôler vos pensées. Choisissez de préférence toujours la même pièce, la même chaise et la même position. Dans certains cas, vous ne pourrez pas retrouver les mêmes conditions et vous devez alors tout simplement utiliser au mieux celles qui sont à votre disposition. Restez parfaitement immobile, comme dans l'exercice précédent, mais cette fois, inhibez le processus de pensée. Le but est de contrôler les pensées anxieuses, inquiètes et craintives et de garder uniquement les pensées que vous désirez. Répétez cet exercice jusqu'à la réussite complète.